bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Jean-François Bouin. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que là c'est bien? Encore plus fort? Je vais parler beaucoup plus fort. Est-ce que là maintenant c'est beaucoup mieux? Parfait. Donc voilà, je m'appelle Jean-François Bouin, je suis le président cofondateur de Diagrams Technologies. Donc ma cofondatrice est juste derrière vous, c'est Margot Correa. Et donc chez Diagrams Technologies, en fait, nous sommes éditeurs de logiciels de maintenance prévisionnelle. Et notre logiciel est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors cette présentation, je l'ai découpée en 3 parties. Une toute première partie introductive qui vise à faire quelques rappels sur l'intelligence artificielle et faire le lien avec la maintenance. Une deuxième partie qui sera sur Diagrams Technologies, qui on est. Et une troisième partie qui va vraiment être focalisée sur des cas d'usage industriels et sur quelques retours d'expérience sur la manière de mettre en place des projets de maintenance prévisionnelle efficaces. Voilà, donc tout d'abord, je vais commencer par un tout petit rappel de c'est quoi l'IA, puisqu'en fait, on entend quand même régulièrement que IA et maintenance prévisionnelle, finalement, il n'y a rien de nouveau. Donc je voulais effectivement rappeler qu'est-ce que c'est l'IA et qu'est-ce que c'est la maintenance et faire ressortir qu'est-ce qui est vraiment différent de ce que l'on faisait il y a longtemps. Donc tout d'abord, effectivement, l'IA, c'est pas nouveau. Ça date des années 1950, en tout cas le concept, donc c'est pas nouveau du tout. Pour autant, l'IA n'est pas arrivée dans la société avant les années 2000. Elle a d'abord vécu un premier hiver jusqu'aux années 80, où sont sortis les premiers réseaux de neurones et où sont sortis les systèmes experts. C'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à réentendre parler de l'IA. Ça n'a pas duré longtemps, pour 2 raisons principales. Concernant les systèmes experts, beaucoup trop complexes de définir les règles permettant de les implémenter largement sur différents systèmes. Et concernant les réseaux de neurones, un manque de puissance de calcul trop important. Tout ça, ça a fait rebasculer dans un nouvel hiver de l'IA. Et c'est seulement dans les années 2000 qu'est ressorti l'IA, enfin en tout cas que l'IA est revenue au goût du jour, qu'on en a parlé. On en a parlé parce qu'il y a eu quelques coups de com' vraiment importants au niveau médiatique. Une IA a battu l'homme aux échecs, puis une IA a battu un homme au jeu de Go. Tout ça, ça a fait effectivement beaucoup de bruit, et donc ça a attiré vraiment l'attention. Ce qu'il faut par contre vraiment ressortir, c'est que l'IA maintenant, vous la voyez tous les jours sur tout ce qui est analyse et reconnaissance d'images. Donc au-delà du coût médiatique sur le fait d'avoir gagné à des jeux, une IA est capable de véritablement aider l'homme pour pouvoir réaliser des tâches qui sont complexes. Donc entre 1950 et 2021, même si l'IA c'est pas nouveau, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Et tout ça, c'est parce que la puissance de calcul est maintenant bien supérieure. C'est parce que le coût de calcul et le coût de stockage des données est bien inférieur. Et c'est parce qu'il y a des nouvelles méthodes de traitement qui permettent de traiter des problèmes complexes. Alors de la même manière, la maintenance prévisionnelle, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que finalement, quand on reprend la définition de la maintenance prévisionnelle, c'est de rechercher des signes de dégradation pour pouvoir prévoir quand est-ce qu'on va avoir la défaillance. À ce titre, c'est pas du tout nouveau puisque finalement, lorsque un technicien expérimenté fait une inspection régulière au pied de la machine, il fait déjà de la maintenance prévisionnelle. Avec son expérience et ses sens, il est capable d'identifier certaines dérives et donc de prévoir s'il y a un risque de défaillance. C'est donc le tout premier niveau finalement de la maintenance prévisionnelle. Alors après par contre, quand on veut commencer à gagner en fiabilité et quand on veut limiter les coûts de maintenance, ça ne suffit pas forcément. Alors on commence à mettre en place des stratégies plus complexes, où on va prendre des moyens de mesure beaucoup plus performants, des moyens de mesure qui vont permettre de combler nos lacunes au niveau de nos sens, donc par exemple de l'analyse vibratoire, où on va aller chercher de la haute fréquence. On peut imaginer la thermographie. Il y a énormément de moyens de mesure ultra performants qui vont permettre d'aller chercher des signes de dégradation non visibles
non identifiables par nos 5 sens et qui vont donc permettre de faire de la détection précoce de panne. Pour autant, ces moyens de mesure sont des moyens coûteux qui nécessitent un vrai apprentissage, une vraie connaissance des techniciens, et donc on ne peut pas faire ça tous les jours. Donc on va faire des inspections régulières, et le risque, c'est évidemment de rater le moment où la dégradation apparaît et de se rendre compte trop tard qu'il y a une dégradation. Donc à ce niveau-là, on passe à la phase 3, si on veut gagner en fiabilité. On va instrumenter simplement les machines pour pouvoir faire de la surveillance en temps réel. C'est la même chose. On met de la surveillance sur les machines, on met des capteurs directement sur les machines, et là, le gros avantage, c'est qu'en continu, on a les données qui remontent. Ça permet de limiter le risque de rater une dégradation. Bien entendu, il y a, une difficulté, c'est qu'on ne peut pas mettre des instruments de mesure ultra perfectionnés pour faire une mesure en continu. Très souvent, il faut essayer de trouver un compromis. Et alors le dernier niveau, celui sur lequel on se positionne, c'est la maintenance 4.0, en tout cas à notre sens. C'est là où on va utiliser de la donnée, croiser des données diverses pour être en mesure de détecter ces signaux de dégradation, non mais pas sur une seule mesure physique, mais sur plusieurs mesures physiques, et en plus en apprenant tout seul qu'est-ce qui est la caractéristique d'un bon fonctionnement et qu'est-ce qui est caractéristique d'un dysfonctionnement. Et ça, c'est une vraie différence. On s'éloigne de la recherche d'un signe de dégradation où l'humain a dit le signe de la dégradation, c'est celui-ci sur cette mesure physique. Là, le signe, c'est qu'on a appris nous-mêmes, basé sur l'expérience, dans quel cas, sur quel croisement de mesures, on arrive à avoir des signes de dégradation qui préviennent de la défaillance. En ce sens, finalement, la maintenance prévisionnelle, c'est effectivement pas nouveau, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très différent et ça permet d'aller beaucoup plus loin sur la fiabilité. Alors, que peut-on attendre de l'IA pour la maintenance? Évidemment, beaucoup, mais pas n'importe quoi. Donc, tout d'abord, quand on parle de visualisation, ce n'est pas de l'IA. Quand on parle de visualisation, c'est déjà une très bonne chose pour pouvoir être en mesure de surveiller ces équipements et détecter si quelque chose ne se passe pas bien. Pour autant, la visualisation n'est pas de l'IA. Pour pouvoir faire de la visualisation, il faut bien quelqu'un derrière son poste de travail pour pouvoir analyser une mesure et regarder si on passe des seuils qu'on connaît. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'IA. Le deuxième niveau, celui où on se positionne, c'est de faire de l'analyse de données croisées. Et alors là, qu'est-ce qu'on va aller chercher? En fait, on va aller chercher à apprendre ce qu'est le fonctionnement normal de la machine au regard de différents capteurs. Et donc, quand on sort de ce qu'est le fonctionnement normal, qu'est-ce qui est potentiellement anormal? Ensuite, on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Si ça n'est pas normal, est-ce que ça ressemble à une future défaillance que j'ai déjà vue? Et le dernier point, on va chercher simplement à savoir quand la défaillance va arriver par rapport à l'état de dégradation que j'ai aujourd'hui. Bon, tout ça, ça permet d'aller, on voit au fur et à mesure vers plus d'aide à la décision, permettre donc aux techniciens de réagir au bon moment, juste au dernier moment, j'ai presque envie de dire, pour faire la maintenance au bon moment, quoi, simplement. Mais alors, pour pouvoir décliner un petit peu ce que je vous ai dit auparavant sur le fonctionnement normal, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va se produire, eh bien, ça se décline par un certain nombre de fonctionnalités. On va faire de l'identification de signaux faibles. On va chercher des relations entre différents signaux et entre des signaux et des événements. On va chercher à suivre des dérives, des tendances sur des capteurs. On va chercher à découvrir de manière automatique des seuils sur certains capteurs. À partir de quel seuil il est probable d'avoir une dégradation. On va chercher à apprendre des patterns caractéristiques de futures défaillances. On va chercher à faire, à nouveau, comme je vous le disais, la détection précoce d'anomalies, à savoir, j'ai appris l'enveloppe de bon fonctionnement et je cherche à détecter quand est-ce que je sors de cette enveloppe de bon fonctionnement. Et finalement, on va chercher à faire de la prévision de durée de vie restante. Voilà, ça c'est la partie introductive. Maintenant, qui on est? Eh bien, en fait, Diagrams Technologies, en fait, j'espère que le son ne bouge pas trop parce que dès que je bouge le micro, ça semble varier.
Et donc en fait, Diagrams Technologies, c'est le regroupement de plusieurs expertises. Tout d'abord, une expertise industrielle, parce que et c'est moi qui la porte, avant de créer Diagrams Technologies, j'ai travaillé pendant très longtemps dans l'industrie agroalimentaire, sur de la conception et de l'installation de lignes de production haute cadence dans le monde entier. Donc la partie ligne de production et machine de production et les problématiques de disponibilité, d'efficacité, je connais très bien. Et c'est le regroupement de cette expertise avec une expertise en intelligence artificielle, puisque nous sommes également issus d'un institut de recherche qui s'appelle INRIA, qui est l'institut de recherche dédié à l'institut de recherche public français, dédié à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Et donc, nous en sommes issus et nous exploitons des technologies de machine learning, donc d'apprentissage automatique, qui ont été développées chez INRIA. Donc, en bref, Diagrams Technologies, c'est une solution logicielle d'analyse de données qui fonctionne en faisant de l'apprentissage automatique pour faire de la maintenance prévisionnelle. Alors, pour être un peu plus concret, vraiment au niveau du produit, eh bien, notre produit, comme je vous disais, c'est une solution logicielle d'analyse de données et elle propose 3 fonctionnalités principales. La première fonctionnalité, c'est la détection précoce d'anomalies. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. La détection précoce d'anomalies, c'est-à-dire que nous apprenons l'enveloppe de bon fonctionnement de la machine au regard de plusieurs capteurs. Et ce que nous faisons, c'est que nous venons détecter lorsque l'on sort de cette enveloppe de bon fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une panne, hein. Ça veut dire que le fonctionnement est inhabituel et justifie d'envoyer un technicien pour faire une levée de doute, pour s'assurer que tout se passe dans des conditions normales. Ensuite, on a une deuxième fonctionnalité qui est le diagnostic de panne et de dysfonctionnement. Ce à quoi correspond simplement cette fonctionnalité, c'est de la reconnaissance de patterns caractéristiques de certaines pannes. Typiquement, lorsque j'ai une fuite de chaudière, j'ai une surconsommation d'eau ou j'ai un ratio entre l'eau et la vapeur qui est supérieur et en même temps j'ai une baisse de la température dans mon foyer. Donc le croisement de ces données me donne un diagnostic assez sûr que j'ai une fuite de chaudière. Et le dernier point, c'est la prévision de durée de vie restante. Et donc la prévision de durée de vie restante, nous on l'adresse de 2 manières. On l'adresse déjà en ayant appris la courbe de dégradation d'un équipement et on l'adresse également d'une autre manière, beaucoup plus simple, en analysant la dérive sur certains capteurs bien connus pour pouvoir mesurer les dégradations sur les machines rotatives, typiquement les capteurs de vibration. Et on cherche à analyser la dérive de ces capteurs vibratoires pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on va franchir les seuils de sécurité de la norme, tout simplement. Et alors ces fonctionnalités, eh bien, on les a packagées dans un logiciel qui est accessible, c'est une appli web, et donc qui vous permet de vous connecter pour pouvoir surveiller vos machines. Et dans cette appli web, vous avez différents écrans, et là vous voyez certains écrans, un dashboard qui permet notamment de suivre les anomalies que nous avons détectées, et donc de suivre également la résolution de ces anomalies qu'on a détectées, et puis des dashboards qui permettent de visualiser l'explication de l'anomalie selon nous. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on détecte des anomalies, on détecte des anomalies par rapport à un comportement spécifique sur plusieurs capteurs. Eh bien, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on vient vous afficher ces capteurs que l'on a détectés et mettre en lumière ce qui, dans les signaux, est d'après nous caractéristique de quelque chose d'anormal. Donc on cherche à expliquer notre diagnostic avec quelque chose de visuel, des signaux, des mesures, quelque chose que la plupart du monde dans l'industrie connaît très bien. Alors notre positionnement, c'est qu'on se positionne en surcouche par rapport aux solutions logicielles qui sont déjà installées chez vous. Et derrière, on fait ça pour pouvoir aller récolter les données de production et de maintenance et donc valoriser vos données existantes. Et donc quand je dis production-maintenance, eh bien on va se retrouver avec notre objectif, par exemple, c'est de récupérer les données des capteurs de process qui sont installés sur vos automates ou sur vos DCS, mais c'est également de récupérer des informations comme quel est le type d'ordre de fabrication en cours de fabrication maintenant, puisque le fonctionnement de la machine
peut être lié à l'ordre de fabrication en cours. Donc c'est important évidemment pour nous de le savoir. Et on va croiser ça avec des données qui sont plus maintenance, des données de capteurs dédiés à la maintenance, typiquement de la surveillance vibratoire, et les données de la GMAO, dans lesquelles on va retrouver l'historique des interventions et des pannes. Et c'est comme ça qu'on va être en mesure de rechercher des relations entre ce qu'il s'est passé, une panne, un certain type de panne, et un certain type de pattern sur les différents capteurs. Voilà. En bref, donc, ce que l'on fait, c'est l'analyse de données de maintenance, de signaux de capteurs, de données de production. On vient croiser ça avec nos algorithmes propriétaires qui permettent de découper les signaux temporels, de chercher des relations et de prévoir. Ça nous permet donc de faire les 3 fonctionnalités que je vous ai présentées et de vous les présenter dans un dashboard complet, facilement accessible aux opérateurs. Pas besoin d'être data scientist pour pouvoir utiliser notre solution, et c'est surtout pas ce qu'on veut. Bon, ça je vais passer parce que j'ai peur de prendre trop de temps. Et finalement, tout ça, on le fait pour pouvoir répondre à vos enjeux de retour sur investissement. Et on pense avoir donc un impact important sur différents postes. Alors évidemment, selon votre secteur, le poste est plus ou moins important. Et ça, c'est plutôt à vous de voir quel est le poste le plus important pour vous. On va intervenir sur les coûts de production, on va les réduire. Comment? Eh bien, en augmentant la disponibilité des équipements, puisqu'à partir du moment où on est en mesure de prédire quand est-ce qu'il va y avoir une défaillance, vous êtes en mesure de planifier une intervention et donc d'éviter la panne et donc la baisse de la disponibilité. On va intervenir sur la réduction des rebuts, puisque si on commence à avoir une dérive au niveau de certains capteurs, on va pouvoir alerter avant qu'il y ait l'émission de trop de rebuts sur les machines, ou même l'émission de rebuts sur la machine. On peut éventuellement intervenir sur la réduction des coûts de production au niveau du produit. Alors ça, ce n'est pas dans notre logiciel de surveillance, mais il nous arrive effectivement de travailler avec certains de nos partenaires pour identifier les cas, les modes de fonctionnement qui consomment moins d'énergie ou qui consomment moins d'eau. Donc ce n'est pas véritablement de la surveillance, mais c'est un retour sur investissement qui est pas négligeable. Après, on intervient sur plutôt la partie supply chain, puisque quand on maîtrise mieux la disponibilité des équipements, eh bien, on va pouvoir mieux gérer ses stocks. Et on intervient beaucoup sur la partie coût de maintenance et organisation de maintenance. Alors, tout d'abord, en jouant sur l'espacement des intervalles de maintenance systématiques. Et ça, comment? Grâce à une meilleure surveillance. Aujourd'hui, quand vous avez une machine critique, il est toujours difficile d'avoir suffisamment confiance pour pouvoir prolonger le fonctionnement de la machine et dépasser l'intervalle de maintenance systématique préconisé par le constructeur. En ayant une bonne surveillance, avec un suivi en temps réel des dérives, ça permet d'être beaucoup plus sûr et de prendre cette décision avec de vrais indicateurs. Et c'est ça qui vous permet d'espacer les intervalles de maintenance. Ensuite, ça va permettre de réduire les coûts de réparation, simplement parce que comme on va détecter plus tôt la dégradation, on va moins arriver à des risques de casse majeurs sur les équipements et on va éviter de remplacer des pièces qui sont en bon état. Ça va vous donner une meilleure visibilité sur le planning de maintenance parce que tout n'est pas urgent. Quand on sait qu'il y a un début de dégradation mais que ça n'est pas urgent, ça vous permet, vous, de votre côté, d'optimiser votre planning. Et puis finalement, ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour faire de la fiabilisation et surtout, ça va vous permettre d'utiliser des éléments chiffrés pour vos réunions d'équipe. Quand nous, on commence à voir des patterns d'anomalies, on est en mesure de vous présenter le rapport lié à ce pattern d'anomalie. Et ça, pour pouvoir discuter entre techniciens sur qu'est-ce qu'on a vu sur telle machine, est-ce que ça pourrait être caractéristique d'un problème, il n'y a pas mieux en fait. Alors voilà, je vais passer maintenant à la partie cas d'usage et puis clé de réussite. Donc là aujourd'hui je vais me focaliser sur 2 cas d'usage. Un premier cas d'usage qui concerne un échangeur de chaleur. Donc là en fait le cas d'usage c'est chez Dalkia Waste Energy. On parle d'incinérateurs, donc des grosses machines extrêmement fiables.
qui fonctionnent en continu, mais par contre qui ont une grosse variabilité de fonctionnement. Typiquement, ce que vous voyez là sur la droite, au niveau de mon pointeur, c'est le fonctionnement de la machine au regard d'un capteur, un capteur calculé. Là, ici, c'est le ratio entre l'eau consommée et la vapeur produite. Et vous voyez que donc, chaque couleur, c'est une période de temps différente dans l'année. Vous allez voir qu'effectivement, le fonctionnement de la machine est très variant en fonction de la période dans le temps. À ce titre, si vous utilisez une stratégie de maintenance conditionnelle basée sur un seuil simple, ça ne marche jamais. Puisque forcément, vous allez avoir soit un seuil beaucoup trop haut qui ne va pas vous permettre de détecter des anomalies, soit un seuil beaucoup trop bas et vous allez avoir beaucoup d'alertes à gérer. Et puis le dernier point, c'est que les fuites, évidemment, il n'y a pas véritablement de signe avant-coureur. Donc oui, pour compléter ce que je vous disais au début, l'objectif du client n'est pas de prévoir qu'il va y avoir une fuite. Ici, l'objectif du client est de détecter le plus tôt possible une fuite de la chaudière pour pouvoir avoir le temps de planifier son intervention de maintenance, de réduire, de faire tomber en température l'échangeur de chaleur et pouvoir faire l'intervention dans de bonnes conditions. Donc là, véritablement, l'objectif n'est pas d'éviter une panne, mais d'optimiser le fonctionnement, la planification pour la maintenance. Alors, je vais vous présenter directement ce que l'on a mis en œuvre. En fait, ce que l'on met en œuvre de notre côté au niveau du fonctionnement, on n'a pas de seuil, on vient apprendre ce qu'est le bon fonctionnement. Pour pouvoir apprendre ce qu'est le bon fonctionnement, lorsque la machine redémarre après une intervention de maintenance, on part du postulat que la machine est saine. Voilà, on fait ce postulat de base. Pour nous, la machine va bien. Et on va simplement apprendre le fonctionnement de la machine à ce moment-là. On va l'apprendre là pendant au moins 24 heures. Donc 24 heures et tant que notre algo considère qu'il n'y a pas un fonctionnement relativement stable pour pouvoir être en mesure de pouvoir suivre quelque chose. Donc là, ce que vous voyez, hein, ce sont des signaux réels. Hein. Il y a un signal de ratio eau-vapeur, il y a de la température, il y a de la quantité d'eau dans les fumées. En fait, là, vous voyez 3 signaux de capteurs. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est l'enveloppe de fonctionnement par capteur. On a appris l'enveloppe de fonctionnement sur les 3 capteurs à la fois. Et une fois que l'on a appris ce fonctionnement sur les 3 capteurs, on passe en surveillance. Et notre mode de surveillance va être de scanner les signaux dans le temps et de regarder comment les signaux se comportent sur les 3 capteurs dans le temps. Donc ce que vous allez avoir parfois, c'est une anomalie sur un capteur, sur 2 capteurs. On ne va pas à ce moment-là générer d'alerte. On ne va générer une alerte que lorsque l'on a dans notre scan une quantité d'anomalies suffisante sur un segment de temps suffisamment stable. Le gros avantage de ça, c'est que ça permet d'éviter d'être dérangé constamment dès qu'on a une anomalie temporaire et très brève. Le gros avantage aussi, c'est que nous gardons en mémoire quelles ont été les anomalies brèves qui n'ont pas déclenché d'alerte. C'est-à-dire qu'à posteriori, quand on identifie qu'il y avait bien un problème, vous êtes en mesure de pouvoir corriger la détection d'anomalies pour qu'elle soit plus sensible et qu'on détecte plus tôt. Puisque ici, rien ne nous dit que la fuite de chaudière n'était pas arrivée ici. Sauf qu'on n'a pas voulu déranger, et comme on n'a pas voulu déranger, on a préféré attendre. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est sur 3 capteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, l'objectif n'est pas de le faire juste sur 3 capteurs sur une machine, c'est bien analyser un grand nombre de paramètres. Et là, une centrale d'incinération, c'est 160 paramètres qui permettent de suivre le fonctionnement de la machine, enfin de l'usine. Je vais vous présenter ensuite un autre cas d'usage. Donc là, c'est chez un industriel de l'agroalimentaire, dont je tairai le nom. Et on parle de séparateurs centrifuges, donc des machines d'1 tonne qui tournent à 3000 tours minute.
Je pense que les personnes, si certains d'entre vous sont de l'agroalimentaire, c'est des machines que vous connaissez bien. Eh bien alors ces machines, elles ont une grande variabilité de configuration parce que là on n'est pas sur une machine, là je vais vous présenter une machine, mais réellement c'est un réseau de plusieurs séparateurs. En fonction du produit, on va faire fonctionner un seul séparateur, ou 2 séparateurs, ou 3 séparateurs en série. Et donc, nous, ce que nous venons surveiller, ce n'est pas une machine, c'est le système dans son ensemble, à savoir l'alimentation des séparateurs, les 3 séparateurs et l'extraction des séparateurs. Et pour surveiller ces machines, donc le client nous remonte les données de process de ces séparateurs. Donc les données de process, c'est-à-dire débit, pression, température au niveau du réseau, la consommation de puissance au niveau des moteurs des séparateurs. Et il nous remonte également les données de vibration, car le client a installé des capteurs de vibration sur chacun des séparateurs. Et il a installé des capteurs de vibration à la fois sur le moteur, le pied-bol et le bol. Donc l'objectif étant d'avoir une surveillance vraiment fine du comportement vibratoire de la machine pour pouvoir intervenir le plus tôt possible sur la machine. Donc là, l'objectif du client, c'est d'espacer les intervalles de maintenance, que ce soit les intervalles de maintenance intermédiaires et les intervalles de maintenance généraux où on va toucher à la partie roulement et moteur. Pour pouvoir espacer ces intervalles de maintenance, évidemment, il faut être extrêmement sûr que tout se passe bien. Et c'est pour ça que sur une machine comme celle-là, le client a souhaité installer à la fois de la mesure vibratoire et coupler cette analyse vibratoire avec l'ensemble des données de process avec notre solution. Et donc ce que nous faisons, nous venons analyser les dérives au niveau vibratoire par bande de fréquence. Donc le fournisseur de la solution de mesure vibratoire fait un découpage des signaux vibratoires par bande de fréquence, nous envoie ces éléments, et nous, par bande de fréquence, on suit la dérive au niveau des signaux vibratoires. Et on vient coupler ça avec les différentes phases de fonctionnement de la machine. Parce que la machine va avoir un comportement très varié entre du stand-by, de l'extraction, de la séparation ou du nettoyage. Et donc, notre surveillance, elle s'entend en fonction des phases de production de la machine. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si je vais un peu vite. On aura une... Pardon. Il y en aura à la fin ? Oui, à la fin, on Okay. fera une séance de questions-réponses. Voilà. Donc là, typiquement, ce que je vous disais, c'est qu'on surveille à la fois du vibratoire et des signaux de process. On détecte donc des anomalies et on vient prévoir le franchissement de seuils vibratoires sur les différents signaux vibratoires reçus, donc sur les différents tags vibratoires, donc signaux vibratoires par bande de fréquence, envoyés par le client. Voilà, pour être plus concret, je voulais vous montrer typiquement certaines de nos interfaces. Là, ce que vous voyez, c'est juste la manière, donc j'ai caché les différents capteurs, la manière dont vous pouvez visualiser certains capteurs, le fonctionnement de certains capteurs sur une machine. Vous venez chez nous sélectionner la ligne de production, la machine, la période de temps, la configuration ou la phase de production, et sur un historique que vous déterminez, vous pouvez afficher jusque 5 capteurs. Ça vous permet quoi? Eh bien de comparer le fonctionnement de différents capteurs au cours du temps, simplement. Donc là, on n'est pas sur de la partie analyse, hein, on est vraiment sur la partie visualisation. Et là, ce que vous voyez, là par contre, on est sur de la prévision. Là, ce que vous voyez, c'est pour un capteur en particulier vibratoire. Là, c'est le comportement jusqu'au 11 octobre. Ce que vous voyez derrière, c'est notre prévision de comment va se comporter ce signal vibratoire dans les 30 jours qui suivent. Alors, ce que vous voyez ici, ce n'est pas la moyenne. Ce que vous voyez, c'est la partie haute de l'enveloppe. Puisque l'objectif pour le client, ce n'est pas de savoir en moyenne comment ça va se produire, c'est jusqu'à quel niveau je vais me situer et est-ce que j'ai un risque de franchir le seuil vibratoire. Je vais attendre 1 minute.
Voilà, donc là maintenant je voulais en arriver à la partie présentation des prérequis pour réussir un projet de maintenance prévisionnelle suivant ce que nous on a vu, et je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça sollicitera aussi des questions et des remarques. Donc tout d'abord, évidemment, pour pouvoir initier un projet de maintenance prévisionnelle s'appuyant sur des données, eh bien, il faut des données. Donc bien sûr, il faut des machines connectées. Ça, c'est la base. Ce qu'il faut aussi, c'est ce que je vous évoquais, si j'ai plusieurs ordres de fabrication qui passent sur la machine, il faut remonter cette information. Et si vous ne pouvez pas remonter l'information sur l'ordre de fabrication qui passe sur la machine, dans ce cas-là, il faut un moyen de le détecter, un moyen pour nous de le détecter. Mais sinon, si on n'a pas ces informations-là, on va perdre en précision dans la détection d'anomalies et dans le diagnostic. Ensuite, il faut remonter les informations sur les interventions qui sont réalisées sur la machine. Parce que si on veut pouvoir faire du diagnostic, il faut qu'on puisse croiser les interventions qui ont été réalisées avec les signaux sur la machine avant ces interventions. Donc si on n'a pas ces informations sur les interventions de la machine, on va au mieux pouvoir faire de la détection d'anomalies, mais on ne pourra pas faire de diagnostic. Ensuite, au niveau RH, bien entendu, un projet de maintenance prévisionnelle, ça touche tout le monde dans une entreprise industrielle. Pour autant, il y a vraiment la composante maintenance et méthode qui est indispensable, qui doit être vraiment impliquée dans un projet de maintenance prévisionnelle, parce que pour qu'on puisse réussir à avoir un ROI rapidement, il est indispensable de comprendre le périmètre. Donc à savoir, quelles sont les machines que l'on surveille, quelle est la fonction de la machine, quels sont les capteurs qui permettent de surveiller la fonction, comment les machines interagissent entre elles, quelles sont les pannes qu'il y a eu sur vos équipements et sur quelle mesure on aurait pu avoir une information. Si toutes ces informations-là, permettant d'avoir le contexte de périmètre machine, le contexte d'utilisation et le contexte de maintenance, on ne les a pas, je ne vais pas dire qu'on ne va rien trouver, ce n'est pas le cas, mais ça va être long. Et donc pour avoir un retour sur investissement rapide, il est important d'avoir une vraie implication à la fois des méthodes et de la maintenance. Donc des experts des équipements. Et ensuite, bien sûr, il faut une implication forte de l'IT, puisque les données, pour qu'on puisse les analyser, il faut les faire sortir de chez vous. Et donc, à ce sens, il faut voir avec l'IT pour qu'il soit en mesure d'envoyer, en tout cas de nous mettre à disposition la donnée. Est-ce qu'on va la chercher? Est-ce que vous nous la poussez? On est capable des deux, mais encore faut-il se mettre d'accord sur comment on fonctionne. Et je pense que le point aussi très important, c'est qu'on puisse rassurer systématiquement l'industriel sur notre capacité à garder la donnée sûre. Et donc évidemment, il faut que l'IT puisse faire un audit, en quelque sorte, de toutes nos mesures de sécurité qui permettent de garantir que la donnée sera gardée en sécurité et qu'il n'y a aucun risque à nous envoyer la donnée. Ensuite, il y a des prérequis organisationnels. Et le prérequis organisationnel principal, c'est la culture de reporting et d'historisation. Si on veut gagner en performance au fur et à mesure en détection d'anomalies et en diagnostic, il est vraiment important que chaque personne dans l'industrie prenne l'habitude de donner un retour sur le diagnostic qui est proposé par l'IA. Puisque le principe de l'IA, c'est de l'apprentissage automatique. Donc, elle vous propose un diagnostic, à savoir c'est normal, c'est anormal. Si elle n'a pas le retour que le diagnostic était bon ou mauvais, elle ne peut pas progresser. Donc, ce point est vraiment très très important d'avoir une culture de feedback. Après ça, derrière nous, on a mis une interface facile pour le faire, mais c'est important d'avoir le feedback. Alors pour pouvoir commencer un projet de maintenance prévisionnelle dans une usine, il y a finalement trois grandes questions. Par où commencer? Donc eh bien, commencer sur un périmètre restreint avec un espoir de ROI important. Il est vraiment, ça c'est un point important, comment dire, commencer sur une machine parce qu'elle est neuve et qu'elle remonte bien les informations, ce n'est pas du tout gage de réussite. Parce que si la machine est
totalement neuve et qu'elle remonte les informations mais qu'elle n'a jamais de panne, on ne va pas être en mesure d'apprendre grand-chose. Et surtout, on ne va pas être en mesure de mesurer l'efficacité de notre solution. Donc il est important non pas de se focaliser sur une machine qui est capable de remonter les données, mais une machine qui est capable de remonter les données et qui a des problèmes. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est des machines dont les dysfonctionnements ou les pannes sont critiques. Donc typiquement, pour ceux qui connaissent le classement, c'est des machines qui sont dans un classement vital ou important, dans le classement VIS. Elles doivent forcément être classées comme ça. Si c'est des machines secondaires, de toute manière, le ROI ne sera pas là. Donc ça ne sert à rien de se focaliser sur ces machines. Il faut forcément être sur des machines vitales ou importantes. Je ne vais pas balayer avec vous ce qui fait que ce sont des machines vitales ou importantes, mais c'est ce qu'il faut. Et ensuite, il faut qu'on choisisse des machines sur lesquelles on va pouvoir mesurer précisément le gain dans les 6 mois. Pour être précis, si ce que vous recherchez, c'est d'espacer les intervalles de maintenance. Pardon. Ce que vous voulez, c'est prévoir quand est-ce qu'on va avoir la prochaine défaillance. Si c'est ce que vous cherchez, c'est ça. Et que généralement, la défaillance, c'est tous les 2 ans. Et qu'on démarre le projet juste après une maintenance. La probabilité pour qu'on détecte qu'il va y avoir un problème, elle est tellement faible qu'en fait, même si on a raison, vous ne pourrez pas le mesurer. Et quand même, notre objectif et votre objectif, c'est qu'on puisse vraiment mesurer réellement qu'il y a un retour sur investissement. Pas forcément l'intégralité du retour sur investissement, mais au moins les premiers retours sur investissement, les premiers gains. Donc concrètement, pour décliner les machines sur lesquelles ça vaut vraiment le coup de mettre en place une stratégie de maintenance prévisionnelle rapidement, ce sont des machines qui sont des goulots d'étranglement, qui présentent, ça c'est aggravant, un risque de casse majeur ou dont les pièces de rechange sont difficiles à approvisionner. Des machines qui ont des pannes fréquentes et qui impactent fortement le volume de production. Ou des machines qui génèrent des rebuts importants ou coûteux quand il y a une panne. Typiquement un four, lorsque j'ai une panne, toutes mes pièces à l'intérieur, elles vont être des rebuts. Ça peut générer des coûts importants. Je fais un peu vite quand je vous dis ça comme exemple. Mais globalement, si le dysfonctionnement représente des coûts de rebut très importants, là, ça vaut vraiment le coup de mettre en place une stratégie de maintenance prévisionnelle. Et alors, sur ces 3 types de machines, ce qu'on va aller chercher comme objectif principal, c'est de la détection d'anomalies, le premier niveau, du suivi de dérives, de la prévision de franchissement de seuil et du diagnostic. Ce sont les objectifs principaux pour ces machines-là. Après, on peut s'intéresser à d'autres machines, donc des machines qui présentent un temps de réglage long au démarrage, typiquement des machines d'injection plastique, ou des machines dont l'absence va impacter le volume de production, mais pas pour de la disponibilité, pour des problèmes d'efficacité. Typiquement des tout petits arrêts liés à un contexte d'utilisation de la machine. Là, ça vaut aussi le coup de mettre en surveillance ces machines-là, mais l'objectif ne va pas être le même. Dans ce cas-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est de l'analyse de contexte favorisant les dysfonctionnements et le bon fonctionnement. Donc quelque part, on va faire un peu ce qu'on entend de la root cause. On va chercher à chercher les causes d'un bon fonctionnement, les causes d'un dysfonctionnement, et donc les paramètres de production qui vont faire que votre machine va fonctionner dans de bonnes conditions. Voilà, et donc pour terminer, je voulais mettre l'accent sur 2 points. Les erreurs à éviter, ou plutôt finalement dans l'autre sens des conseils. Quand on démarre un projet de maintenance prévisionnelle, l'objectif n'est pas de surveiller tous les capteurs de l'installation. Ce qui est le plus pertinent pour pouvoir avoir un retour rapide, eh bien, c'est de se concentrer sur les données qui pourraient être informatives par rapport au dysfonctionnement. Et c'est pour ça que c'est important, quand on démarre un projet de maintenance prévisionnelle, de commencer à analyser quels étaient les dysfonctionnements de mon historique, par rapport à ces dysfonctionnements, quels sont les capteurs qui auraient pu potentiellement me donner une information, et on va commencer à faire notre analyse seulement sur ces capteurs-là. Pourquoi on veut faire ça? Eh bien, pour gagner... J'ai encore un peu de temps? C'est ma dernière.
Ça tombe bien. Pour pouvoir gagner du temps sur l'analyse, avoir rapidement des résultats, nous, notre gros intérêt, c'est que ça va diminuer nos coûts de calcul. Parce qu'évidemment, plus il y a des capteurs, plus il faut faire tourner nos serveurs. Et puis, il y a un autre point à savoir que vous ne savez pas forcément. Quand on veut faire du diagnostic, moins les dysfonctionnements sont fréquents, plus il faut limiter le nombre de capteurs. Ça, c'est un point clé. Si j'ai 2 pannes par an et que je veux apprendre la signature caractéristique de ce dysfonctionnement pour le diagnostiquer en m'appuyant sur 100 capteurs, c'est un enfer. Donc moins j'ai de dysfonctionnements identiques fréquents, plus il faut réduire le nombre de capteurs. Et puis le dernier point, c'est bien sûr faire attention à la signification des données. Quand on remonte de la température d'un atelier, une donnée chaque heure est suffisant généralement. Quand on remonte de la donnée d'intensité sur une machine, il faut plutôt descendre à la seconde. Et lorsqu'on va être sur du vibratoire, évidemment, il vaut mieux faire un pré-traitement en local, parce que c'est de la haute fréquence, et remonter les données à la seconde. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Mais très bien. En tout cas, merci. Merci à tous. Merci infiniment Jean-François pour cette présentation très riche et très complète. Hein. Il y avait pas mal de questions que je voulais poser, puis finalement je ne vais pas les poser puisque au fur et à mesure de la présentation vous y répondiez. Y a-t-il des questions parmi vous ? Oui, bonjour. Juste une question. Vous parliez donc de l'analyse des données que le système fait. Est-ce que votre système permet de collecter et contextualiser la donnée, ou est-ce qu'il faut nécessairement s'appuyer sur des structures déjà bien posées, des bases de données dans lesquelles les données sont contextualisées ? Non, l'agrégation, c'est nous qui la faisons. Donc on n'a pas besoin d'avoir un data lake dans lequel on a toutes les informations regroupées. L'important pour nous, c'est de pouvoir faire cette agrégation. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir par exemple à chaque fois le timestamp qui nous permet de trouver le lien par rapport à l'horodatage. Et du coup, la solution, elle est ouverte sur tout type de protocole de communication et de format de données, ou alors est-ce que vous avez quand même des schémas Alors sur la partie, donc nous en fait on reçoit les données en JSON, en HTTPS. C'est comme ça qu'on reçoit la donnée. Donc on peut aller faire du pool, donc chercher la donnée, et on peut recevoir la donnée. Donc vous faites du push dans ce cas-là. Ça, c'est les deux modes de fonctionnement que l'on a. Après ça, au niveau du protocole de communication, c'est ce que vous voulez dire au niveau des automates en tant que tels. Oui, parce que vous citiez les capteurs, les automates, etc. Donc là, évidemment, il y a énormément de protocoles variés. Aujourd'hui, on s'appuie plus sur des partenaires qui sont en mesure de mettre en place des plateformes d'acquisition de données qui permettent typiquement des gens comme IFM ont leur plateforme, des gens comme Siemens ont leur plateforme. Il y a un certain nombre de gens qui ont leur plateforme qui, eux, sont en capacité de collecter ces données sur différents automates et ils nous les envoient. Et ils vous les envoient donc sous un format HTTPS ? Tout à fait. Okay. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Tu as été parfait. Tu as été parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est parfait. Nous allons pouvoir. Ah oui. Est-ce que donc quand vous avez installé quelque chose, est-ce que vous continuez d'habitude, on va dire que dans les premiers temps, on découvre beaucoup de choses, et puis après, au fur et à mesure du temps qui passe, on découvre de moins en moins de choses. Est-ce que c'est un schéma où vous reconnaissez ce qui se passe en utilisant vos outils ? Alors, j'aurais du mal à vous répondre là-dessus parce qu'on a encore une jeune start-up. Donc aujourd'hui, par rapport à notre expérience, on est plutôt dans la phase où on découvre des choses. Je ne sais pas si dans 5 ans, sur la même ligne de production, on continuera à découvrir encore beaucoup de choses. Moi, je pense, parce qu'effectivement, dans l'industrie, ce ne sont rarement toujours les mêmes pannes qui se produisent. Les pannes, elles évoluent au cours du temps. Et c'est normal puisqu'on fait des travaux de fiabilisation aussi pour résoudre les problèmes qui se reproduisent souvent. Donc je ne pense pas que ça puisse être un problème pour nous. De toute manière, nous, on est en apprentissage constant, hein, donc ça ne change pas grand-chose.